Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et puis ravie de vous retrouver après la petite pause estivale où j'ai fait un petit peu moins de vidéos. J'espère tout d'abord que vous avez passé un bel été malgré une météo intense d'une manière ou d'une autre et que vous avez pu profiter des transits actuels, notamment on avait beaucoup parlé de Vénus rétrograde et de la conjonction de Jupiter et d'Uranus, je vais en reparler. Donc j'espère voilà que ça a été peut-être un été introspectif ou un été qui a permis de poser les bonnes bases pour la rentrée. Alors de mon côté, la rentrée va être assez, j'allais dire, exaltante puisque j'ai l'honneur de participer au prochain colloque de l'AFDAF. Donc l'AFDAF, c'est la Fédération des astrologues francophones. Si vous ne connaissez pas l'AFDAF et que vous êtes passionné d'astrologie, je vous invite à aller voir leur site internet. C'est lafdaf.fr ou .com, je ne sais plus. Et chaque année, ils organisent un colloque avec plusieurs conférenciers. Cette année, c'est le 16 septembre, ça se passe à Paris et en vidéoconférence si vous ne pouvez pas vous déplacer. Le sujet sera l'astrologie au 21e siècle. Donc on va parler des avancées pour l'astrologie. Quelle astrologie on est amené à pratiquer actuellement et de plus en plus à l'avenir. Et de mon côté, je vais parler de la recherche en astrologie. C'est vraiment un domaine qui me semble fondamental pour faire avancer notre discipline, pour ouvrir de nouveaux champs, pour apprendre à mieux pratiquer, pour mieux comprendre aussi comment l'astrologie se manifeste, parce que je pense que, en tout cas, les personnes qui s'intéressent à l'astrologie sont d'accord avec ça, qu'il se passe des choses au niveau astrologique et de ce qu'on peut constater dans les événements, mais ce n'est pas forcément réplicable et puis on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Et donc, forcément, il faut se poser ces questions et puis faire de la recherche sur ces sujets. Voilà. Donc, ça sera une conférence sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, tout est mis sur le site de l'AFDAF et ça sera mis dans la barre de description. Voilà, d'autre part, l'AFDAF a organisé aussi cet été des interviews de différents astrologues, donc voilà, notamment les astrologues qui vont participer au colloque. Et ces interviews, eh bien, sont très intéressantes parce qu'elles s'intéressent à leur pratique d'astrologue, c'est-à-dire comment ils en sont venus à l'astrologie, comment ils ont commencé à devenir astrologues professionnels, quels conseils ils donnent aux débutants, des anecdotes de consultation, etc. C'est vraiment savoureux à aller écouter. Toutes ces interviews sont présentes sur la page YouTube de l'AFDAF. J'ai aussi été interviewée, donc voilà, si vous voulez aller écouter mes conseils pour les débutants, c'est là que ça se passe. Et puis ce qui est intéressant, c'est des petits formats, ça dure une douzaine de minutes, donc c'est vraiment agréable à écouter. Alors maintenant, je vais vous partager la carte du ciel de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 31 août à 3h35 heure de Paris. Voilà, donc là on voit à l'écran un petit peu l'état céleste et déjà à première vue on constate quelques éléments que je vais aborder dans cette vidéo. On constate eh bien que Vénus est toujours rétrograde, c'est ce que vous voyez avec le petit R qui est ici noté dans Olympia, à côté de Vénus. On constate un soleil dans le signe de la Vierge, donc on va revenir, et qui oppose en fait à une lune en Poisson, c'est la pleine lune, et surtout à un Saturne. Donc ça fait partie de la couleur pour cette prochaine pleine lune. On constate également ici la conjonction entre Jupiter et Uranus qui est tout de même assez présente. C'est déjà le cas cet été. Et donc on va reparler de tout ça. Alors on va commencer déjà par cet axe Soleil-Lune dans les signes de la Vierge et des Poissons. Donc là on voit à la carte que ça fait 7 jours que le soleil est rentré en Vierge. Le soleil passe 1 degré par jour et la Vierge, eh bien c'est le dernier signe de l'été.
Ici, nous rentrons dans un signe mutable qui a pour but de nous faire sortir de l'été et de nous aider dans une transition qui va nous faire rentrer dans l'automne. Donc le passage été-automne se joue pendant la période de la Vierge. C'est un peu pour ça que c'est synchronistique, mais chaque année, la Vierge correspond à la rentrée, donc correspond à un moment de sortie de cette période festive et détendue que sont les vacances d'été. Alors, pendant le soleil en Vierge, il y a quelques enjeux qu'on peut prendre comme ligne directrice, et je dirais que les enjeux premiers nous sont donnés par le glyphe de la Vierge, comme toujours. Si vous regardez en fait le glyphe de la Vierge, vous voyez que il peut ressembler au signe du Scorpion, qui est ici. On voit le M, mais en fait pour la Vierge nous avons la dernière partie du glyphe qui rentre à l'intérieur. Donc ici on est en train de nous expliquer qu'il est peut-être prudent de faire des réserves. Il est peut-être prudent de nous organiser pour la période à venir, l'automne, l'hiver, et de bien prévoir tout ça pour que ça se passe bien. Pourquoi? Parce que quand on sera dans la période d'automne ou d'hiver, on aura moins d'énergie. Donc il y a des choses qui sont plus faciles à faire maintenant et qui ensuite seront plus compliquées parce qu'il fera froid dehors, parce qu'on sera fatigué, parce qu'on aura repris le travail, ou peut-être qu'on l'a pas arrêté, mais il y aura vraisemblablement plus de choses. Donc la phase Vierge nous dit, profite de ce moment avant que tout recommence pour bien, ou que les choses se compliquent, pour organiser, pour t'aider. Et la Vierge est un signe qui aime ce qui est fluide, ce qui est efficace, ce qui marche bien. Donc on peut vraiment utiliser cette période du soleil en Vierge pour fluidifier notre expérience terrestre. Ça veut dire, j'entends par là, vous savez que la Vierge, elle est en analogie avec ce qu'on appelle le quotidien. Elle est souvent mal vue parce que on l'a associée aux tâches peu sympathiques justement de ce quotidien. Et pourtant, c'est quand même vraiment fondamental puisque c'est par exemple le bon moment. Alors attention, hein, je parle pas de... Ça n'a pas de rapport avec les traits de personnalité de la Vierge qui peuvent être des gens tout à fait qui ne sont pas du tout réduits à ces choses-là. Mais c'est le bon moment par exemple pour regarder chez vous s'il y a des choses qui bloquent. Ça peut être un évier qui coule, ça peut être quelque chose à réparer, ça peut être un vêtement qui a un trou, ça peut être, vous voyez, toutes ces petites choses en fait, qui sont importantes, qu'on prend pas le temps de faire parce qu'il y a des choses plus importantes, mais que si on les fait, ça va fluidifier notre expérience à venir. Donc ça, c'est un bon moment pour ça. Alors, évidemment, on va pas s'amuser à repriser nos chaussettes si ça va beaucoup plus vite d'aller en acheter une nouvelle paire. Hein. Il faut être efficace. Hein. L'idée, c'est pas de faire les petites choses pour les petites choses, mais de réfléchir, ok, on est sur un moment, on a encore l'énergie solaire, on a été rempli de lumière, rempli d'énergie. Comment on peut utiliser cette énergie pour faciliter notre expérience des prochains mois? Donc dans cette idée-là, c'est aussi intéressant de réfléchir à l'organisation. Ça peut être l'organisation de la maison, du quotidien, l'organisation des repas, l'organisation des routines du matin, du soir, l'organisation de tout ce qui concerne l'hygiène de vie. C'est un bon moment pour ça. La Vierge est un signe de terre, elle est donc reliée à des dimensions concrètes, matérielles, que j'ai un petit peu abordé juste avant, et parmi toutes ces dimensions également corporelles et matérielles, nécessairement on l'associe à la dimension de santé, à la dimension d'hygiène de vie. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu un retour de flamme des intentions du nouvel an qu'on reprend à la rentrée scolaire, le moment où on a envie de nouveau de prendre soin de sa santé, de faire du sport, de tout un tas de choses, et c'est pas, ce n'est pas sans rapport avec le soleil en Vierge. C'est aussi un bon moment donc pour se questionner sur ce qui va, les routines
qui, si on les fait tous les jours, vont avoir des bénéfices pour notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Donc, un bon moment pour réfléchir à ce qu'on mange, à comment on bouge, voilà, pour essayer de rectifier, on va dire, redresser la barre si on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas top. La Vierge, c'est vraiment donc un signe mutable. Qui dit mutable dit mouvement. C'est sûrement le signe de terre qui est le plus dans le mouvement, et ce mouvement signifie le fait de rectifier, le fait de redresser, d'améliorer. Donc réfléchissez, selon vous, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être fluidifié. Des fois, il y a des problèmes concrets qui se posent, puis qu'à ce moment-là, vous n'avez pas beaucoup à réfléchir pour voir ce qui doit être amélioré, et des fois, pas vraiment, mais voir comment ça peut se simplifier pour vous. C'est ça le but de la Vierge. Voilà. Donc, c'est en somme, voici les quelques idées directrices de cette énergie Vierge. La rentrée scolaire, la rentrée au bureau nous plonge de manière très naturelle dans les questionnements vierges, et on peut aussi s'amuser à refaire un peu son bureau, pourquoi pas le pimper un peu pour que ce soit plus agréable si on travaille chez soi ou si on a un bureau. Et d'autre part, si c'est pas le cas, on peut aussi réfléchir à ce qui peut améliorer son rapport au travail ou le rendre plus facile. Tout ça, ça fait partie, je dirais, des thématiques vierges. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on voit exprimé par le soleil. On a encore, vous voyez, on a encore 23 jours pour faire ce travail-là. Alors, pour la pleine lune, eh bien, nous avons en face une opposition avec 2 planètes dans le signe des poissons. Alors, eh bien, les poissons, c'est vraiment le signe absolument contraire à la Vierge. Déjà, c'est un signe d'eau. C'est un signe qui n'est pas du tout au niveau de ses champs d'application, ce ne sont pas du tout des champs d'application terrestres, mais plutôt des champs d'application spirituels ou intuitifs. Les poissons, vous savez, vous pouvez voir le zodiaque comme si on a divisé en 12 un peu toutes les expériences humaines, et on a donné à chacun des missions. Et encore une fois, si vous êtes natif de la Vierge ou des poissons, ça ne veut pas dire que vous êtes réduit à ce champ d'application. Ça parle plutôt, je dirais, de défis de vie ou d'enjeux personnels pour vous, mais ça n'a pas nécessairement de rapport avec votre personnalité tout le temps. Donc ici, les poissons, ce sont, si vous voulez, c'est le dernier signe du zodiaque, et lui, son travail, il a un travail très spécifique qui est, qu'on peut comprendre à travers sa planète Neptune. Donc Neptune, on la voit ici. Neptune est une planète qui est censée nous relier à des dimensions transcendantes, à des dimensions de grâce. S'il y avait un mot pour exprimer Neptune, on pourrait employer le mot grâce, ça marcherait très bien. Et les poissons, en fait, c'est le signe qui est censé nous redonner la mémoire, on va dire, de dimensions beaucoup plus intuitives, beaucoup plus spirituelles. Justement, les poissons sont là pour qu'on ne s'identifie pas exagérément à la matière, à l'incarnation et à tout ce qui est trop concret. Les poissons sont les gardiens, on va dire, d'une forme de mysticisme, d'une forme de spiritualité, d'une forme de grâce, en fait. Donc c'est un signe extrêmement précieux, qui peut d'ailleurs être fragile. C'est pas facile d'avoir ce rôle-là. Peut-être qu'on en reparlera quand on sera dans le mois des poissons. En tout cas, déjà, cette pleine lune nous dit ça, elle vient un petit peu chercher à amener un peu d'équilibre, c'est-à-dire que, ok, dans la Vierge, on est dans le dur, même si c'est pas non plus un signe dur en tant que tel, mais on est dans le concret, on est dans faire les papiers, on est dans, vous avez compris, déboucher l'évier, tout ce que j'ai dit, etc. Et la lune en poisson nous dit, ok, mais n'oublie pas quand même que tu es une âme, n'oublie pas ce qui se vit à l'intérieur de toi, n'oublie pas de mettre de la grâce, de mettre du merveilleux dans ton quotidien. Tu vas voir, ça va prendre une toute autre dimension, ça va être beaucoup moins, tu sentiras beaucoup moins ce côté enfermant.
Parce que justement, si on va trop loin dans l'énergie de la Vierge, on peut se sentir complètement asservi par les conditions matérielles, avoir l'impression qu'on est toujours détourné de la vie de notre âme par tout un tas d'enjeux mineurs en fait, et en lien avec la matérialité, et ça peut être parfois très lourd. Pour certains pas, mais pour d'autres oui, ça va dépendre de notre structure. Donc ici la pleine lune nous propose une forme d'équilibre. Alors c'est toujours intéressant, essayez de ressentir si vous sentez plus à l'aise actuellement avec la dimension plutôt concrète, parce que le fait de résoudre un problème concret c'est rassurant, on sait comment le prendre, on sait que si on fait les bonnes choses ça va s'améliorer, ou si vous êtes plus à l'aise avec la dimension plus mystique mais aussi plus insaisissable des poissons, où là il n'y a pas nécessairement de mode d'emploi tout fait. Vous n'êtes pas sûr que en appuyant sur tel bouton ça donne tel effet. Mais il y a beaucoup plus de poésie, il y a plus de latitude, on va dire, pour rêver, pour être inspiré dans le signe des poissons. Donc essayez de ressentir et puis de voir, voilà, est-ce que les deux peuvent être en équilibre, quelle partie de la balance il faudrait peut-être amplifier en ce moment dans votre vie. Maintenant, à côté, on a Saturne. Donc ça vient vraiment colorer puissamment la pleine lune. Et ici, ça donne des enjeux qui sont un tout petit peu différents. Saturne est rentré dans le signe des poissons il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, il cherche à structurer cette énergie-là mystique des poissons. C'est assez intéressant, je pense que c'est un duo qui peut bien marcher dans le sens où on est sur une énergie de société qui va durer 2 ans, 2 ans et demi, où on va chercher peut-être je dirais pas à prouver, à structurer toutes ces dimensions de l'invisible et donc peut-être leur donner une légitimité, dire oui, ça existe effectivement, parce que c'est vrai que toutes les thématiques poissons peuvent être complètement mises de côté actuellement. On n'est pas dans une société qui aime trop ce que le poisson représente. Et donc Saturne en poisson pourrait peut-être aider à amener une plus grande visibilité et légitimité à ces domaines-là. Voilà. Par contre, ça nécessite que on soit beaucoup plus cadré. Si jamais vous travaillez dans ces domaines-là, ce qui est par exemple mon cas, moi mon métier est dans les sphères poissons, comme vous pouvez le voir, eh bien ça nécessite d'intégrer Saturne, et donc on sait que on est dans un moment de société qui nécessite d'être rigoureux, qui nécessite de cadrer une forme d'expérience intuitive ou spirituelle pour que elle soit pratiquée de manière plus sage et puis plus encadrée. Voilà. Donc ça c'est un peu l'évolution au niveau de la société. Alors pour nous individuellement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple une invitation pour cette pleine lune. C'est justement de mettre en place toutes ces dimensions de la vie de l'âme. Saturne nous dit oui, non mais d'accord, mais ça va pas se mettre en place tout seul. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ton âme puisse s'exprimer, pour que tu puisses l'entendre? Quelle routine, encore une fois, quel acte concret tu poses? Saturne, faut pas oublier quelque chose, moi je le comprends comme ça, c'est une planète pragmatique, elle ne veut pas qu'on lui donne des promesses ou des j'aimerais bien, elle dit, finalement les coachs actuellement sont très saturniens, puisque les coachs vont souvent dire qu'est-ce que tu fais concrètement? Ça ce sont des questions selon moi saturniennes. Donc ici on est sur une pleine lune qui pourrait nous permettre de structurer notre vie intérieure, peut-être de poser des routines qui sont en lien, non pas avec des dimensions physiques, mais avec des dimensions spirituelles. Est-ce que ça peut être le matin, j'écris un petit peu dans mon journal, le soir, je médite, le matin, je me lève, je fais une prière, je pose une intention, je fais mon yoga, bref, ça va dépendre pour chacun. Il y a tellement de manières de se relier, et puis encore faut-il qu'on en soit là et qu'on en ressente le besoin, évidemment. Toute la population mondiale va pas nécessairement poser des rituels sur sa vie intérieure pendant cette pleine lune, mais si on va au bout, si on interprète, ça serait un petit peu l'invitation. Voilà, donc des actes concrets.
Maintenant, il y a un autre enjeu saturnien qui est un petit peu différent. Vous voyez que Saturne ici crée vraiment bien cette opposition au Soleil et donc il y a également cette conjonction à la Lune. Et eh bien chaque fois que Saturne comme ça est impliqué, ça fait déjà plusieurs jours, hein, toutes les 3-4 journées avant la pleine Lune, on avait cette opposition Soleil-Saturne. Eh bien, on est dans des moments qui peuvent être exigeants, où on peut se sentir pas à la hauteur de quelque chose. Je vous invite à essayer d'observer ça. Si vous sentez une phase de dévalorisation, si vous sentez une phase de doute en vous, eh bien, alors Saturne est réputé pour ça, pour amener une dépréciation, une dévalorisation. Mais il faut aller, encore une fois, il faut aller plus loin. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Pendant longtemps, j'ai cru que Saturne, voilà, nous était simplement pas très sympa. Il nous disait, tu n'es pas à la hauteur. Et puis qu'on devait se convaincre que, en fait, si, on est à la hauteur. Maintenant, j'ai changé ma compréhension. Je pense que quand il nous dit qu'on n'est pas à la hauteur, il cible souvent des choses précises qui pourraient être améliorées, effectivement. Et c'est intéressant d'écouter. Donc de ne pas se morfondre, mais de voir qu'est-ce que concrètement on peut faire pour améliorer quelque chose. Le piège, hein, c'est toujours de se sentir écrasé par un sentiment d'inadéquation, d'illégitimité, voilà, que c'est pas assez bien. C'est un piège parce que ça nous tétanise et de toute manière on peut rien en faire si ce n'est se morfondre. Ça c'est pas du tout c'est une manière douloureuse de vivre, hein, cette opposition Soleil-Saturne. Une manière peut-être plus positif serait de noter la problématique d'inadéquation et de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, quel petit pas je peux poser pour améliorer ça. Voilà. Après, faut pas mettre de côté que des fois, il y a des manifestations qui sont des critiques intérieures et qui ne sont pas non plus toujours très avisées, qui sont aussi qui sont des espèces de schémas récurrents de dépréciation que les personnes peuvent avoir. Donc ça existe aussi. Si dans votre carte astrale vous avez déjà des aspects Soleil-Saturne, bon bah voilà, petit coucou pour vous. Vous savez que cette pleine lune va vous faire travailler dessus. Et l'idée c'est comment on peut s'améliorer, ou en tout cas on peut sortir d'une forme d'infériorité. Ça me semble extrêmement important. Alors, voilà, ça c'est l'énergie de base de la lunaison. On a compris équilibrer le concret, fluidifier l'expérience matérielle, concrète, corporelle, mais en ajoutant une partie de grâce, de spiritualité, de connexion. Et cette connexion doit être structurée. Bon, ça c'est l'énergie de pleine lune. Travailler sur l'illégitimité, la dévalorisation, qu'est-ce que Saturne nous demande d'améliorer et poser des actes concrets. Alors maintenant, les autres énergies un petit peu de ce qu'on voit dans la carte, eh bien nous avons, je vais parler ici de Vénus, ça fait un moment du coup je vous en ai pas parlé. Donc on est sur la fin de la rétrogradation de Vénus, elle va retourner direct le 4 septembre, donc on y est presque, on a presque été au bout de ce moment-là. Vous vous souvenez que c'était un moment de recul et de réflexion par rapport à nos conditionnements affectifs, mais aussi esthétiques et aussi financiers. J'en ai pas mal parlé dans les dernières vidéos, je vais pas y revenir. Donc essayez de faire un petit bilan, comment ça s'est passé cet été, il s'est passé quoi pour vous au niveau relationnel et les autres domaines que je viens d'évoquer. Est-ce que vous vous sentez au clair? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas encore complètement au clair? Y a-t-il des discussions à avoir ou des choses comme ça? C'est les 4 derniers jours, donc voilà, c'est un petit peu le moment de le faire. On constate que on a eu pendant tout l'été ce carré Vénus-Uranus qui parlait de choses surprenante, qui parlait de passer d'un état à un autre, de switch un peu de conscience au niveau relationnel. Maintenant, on va finir la rétrogradation avec le carré Vénus-Jupiter. Effectivement, si vous avez un carré, donc vous voyez c'est ce trait rouge, c'est un aspect de 90 degrés entre deux planètes. Si vous avez vous-même un carré Vénus-Jupiter dans votre thème, prudence, vous êtes réactivé.
dans cette problématique-là, dans cette dynamique-là. Donc Vénus, j'ai dit, je sais pas si j'ai dit Vénus-Jupiter ou Vénus-Uranus, mais c'est un carré Vénus-Jupiter, pardon. Vénus-Jupiter parle d'une problématique de manque. Qui engendre des compulsions de plein. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est que on a besoin de beaucoup, on a besoin du plein, c'est Jupiter qui exprime ça, parce qu'il y a quelque chose de tellement qui a tellement manqué ou qui a tellement qui ne s'est pas gardé, qui ne sait pas se rassurer sur le long terme, qui a toujours besoin de nouvelles preuves d'amour ou de stimulation affective pour se sentir bien. Donc ça, c'est cette question-là qui est posée, et de manière plus générale pour tous, Vénus-Jupiter nous demande aussi, je trouve, c'est un travail sur les valeurs, quelles valeurs on place au sein de nos différentes relations, parce que ces valeurs vont conditionner finalement, vont poser des lignes qu'on va suivre ensuite pour que nos relations à tout niveau, amoureuses, amicales, professionnelles, se passent bien. Donc ça, c'est aussi ce dialogue, je trouve, entre Vénus et Jupiter, et je vous parle de ça parce que Jupiter, c'est aussi les valeurs d'une certaine manière, c'est les valeurs qu'on poursuit à un moment donné. Je dis à un moment donné parce que le signe de Jupiter change chaque année, donc forcément ces valeurs sociétales changent. Voilà, donc dernière partie de cette rétrogradation Vénus-Jupiter. On va en profiter pour parler de la conjonction Jupiter-Uranus. Alors ça, je vous le disais, Jupiter-Uranus, ils sont en approche, c'est pas encore, on va être encore dans cette énergie-là de Jupiter et d'Uranus jusqu'au encore en 2024, début d'année. Et ça se passe pour vous dans une maison astrologique, à un endroit particulier. Et cette maison, en fait, c'est un endroit où il pourrait y avoir un changement assez important, voire une libération. Uranus représente quelque chose qui se libère, représente un changement de paradigme, un changement de compréhension. Et Jupiter vient amener un focus, vraiment une loupe, quelque chose qui nous le montre de manière très très forte. Et donc la maison où ça se passe, eh bien il est possible qu'il y ait des libérations, des changements assez importants, des changements de structure par rapport à ce que représente cette maison. Alors je voulais vous montrer, on va juste avancer un petit peu parce que vous voyez, quelques jours après la pleine lune, donc là je fais avancer, là on est le 1er septembre, je fais avancer, vous voyez surtout que la lune avance de jour en jour, et il y a une journée qui m'intéresse beaucoup, qui est la journée du 5 septembre. Journée du 5 septembre, vous avez la lune qui vient se mettre vraiment sur la conjonction Jupiter-Uranus, et moi j'aime bien utiliser la lune comme un porte-parole. La lune c'est vraiment... Elle rythme, elle colore, on va dire, la qualité des journées, l'ambiance, l'humeur. Ce ne sont pas des transits très profonds, mais c'est une porte-parole de choses beaucoup plus profondes. Et donc ici, la Lune pourrait se faire la porte-parole de la conjonction Jupiter-Uranus. Alors regardez un petit peu, qu'est-ce qui se passe cette journée-là ? Alors, effectivement, c'est le lendemain de la rentrée scolaire. Peut-être que toutes les mamans qui m'écoutent sentiront un grand soulagement à sortir de cette période des vacances d'été qui est longue. Mais outre ça, peut-être que vous verrez certains événements, certaines choses, pas des grosses choses, mais des thématiques, des sujets qui s'actualisent à ce moment-là. On peut ouvrir l'œil à cette journée du 4, 5, 6 septembre, et surtout le 5, parce que ça donne la parole à cette conjonction Jupiter-Uranus. Voilà, donc c'était de ça dont je voulais vous parler. Je vais m'arrêter là. Voilà les éléments qui me semblent les plus importants pour cette pleine lune. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup d'aspects. Je vais pas tous les aborder. Je vous ai parlé de ce qui me semblait vraiment le plus important. Donc voilà, peut-être que si vous connaissez l'astrologie, vous verrez d'autres choses. Vous pouvez le noter en commentaire si ça vous parle.
Et puis voilà, donc moi je vous retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune. Voilà, n'hésitez pas à regarder si ça vous parle la chaîne YouTube de l'AFDAF. Il y a tellement de choses, de ressources en astrologie, pas que ces interviews, mais il y a beaucoup de choses. Si vous êtes astrophile, peut-être ça vous plaira. Et puis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à dans 15 jours. Prenez bien soin de vous. À bientôt.